Garçon, un café, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue sur Conversation secrète, le podcast, conversation au pluriel. Aujourd'hui, un expresso bien serré autour de First Co de Kelly Reichardt à retrouver dans les salles ce mercredi, où il est notamment question de bromance comme celle que je vis actuellement avec Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour Yann. You have a cow. First cow in the territory. This ain't a place for cows. Well, it's no place for white men either. I sense opportunity here. Good Lord, give me another. I'll give you 6 ingots for that last one. I taste London in this cake. We have to take what we can when the taking is good. Seems dangerous. So is anything worth doing? Alors drôle de parcours pour ce First Co de Kelly Reichardt, bloqué en salle par les fermetures successives dues au Covid après un passage au festival de Berlin et de Deauville notamment. Le film nous sera parvenu sur petit écran en plein confinement, dans un premier temps via la plateforme Mubi, avant donc de rejoindre les salles obscures pour notre plus grand plaisir ce mercredi. Et pour les Parisiens, une rétrospective de l'œuvre de Kelly Reichardt intitulée L'Amérique retraversée est proposée par le Centre Pompidou depuis le 14 octobre dernier et jusqu'au 24. Cette rétrospective a lieu en présence de la cinéaste qui présentera tous ses films, aussi bien ses longs que ses courts. À l'occasion de cette rétrospective, un livre a été édité par le Centre Pompidou qui s'intitule Kelly Reichardt, L'Amérique retraversée. C'est un livre passionnant, écrit par Judith Revaud-Dallon. Le livre se présente d'abord par un essai qui commence le livre avec une analyse finalement de la filmographie de Kelly Reichardt en suivant disons trois lignes, la chronologie, le processus, les contrastes qui apparaissent dans cette œuvre, et toute la deuxième partie du livre qui en fait également son prix est constitué de photographies et de documents inédits qui suivent la filmographie de Kelly Reichardt. Donc on commence avec son premier long, River of Grass, en 1994. Vous savez, enfin tu sais Yann, que Kelly Reichardt, après son premier film, River of Grass, s'est arrêtée, non pas de faire du cinéma, puisqu'elle a fait des courts-métrages, mais de faire des longs-métrages pendant 12 ans. Et elle revient en 2006 avec un film qui ressort d'ailleurs en même temps que First Co, qui s'appelle Old Joy, donc en 2006, avec Will Oldman et Daniel London. C'est un film passionnant qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec First Co, puisque on suit deux amis qui partent en voiture pour une promenade en forêt à la recherche d'une source chaude. Il y a quelque chose du difficile passage d'une saison de leur existence à une autre, et on sent à la fois toute la tendresse mais aussi tout le ressentiment à travers cette longue balade dans les bois accompagnée d'un chien. C'est vraiment un film superbe et qui est le complément idéal pour découvrir First Co. En 2007, Yann, un film que tu aimes je crois, Wendy et Lucy. Exactement, Wendy et Lucy, qui est la première apparition de Michelle Williams devant la caméra de Kelly Reichardt. On a l'habitude de voir Kelly Reichardt filmer les grands espaces, filmer les forêts, filmer la nature. Là, pose sa caméra dans une banlieue américaine. Wendy, c'est donc Michelle Williams, et Lucy, c'est son chien, et Wendy va perdre son chien, et on va suivre Wendy dans sa quête pour retrouver son chien, et c'est un espèce de road trip immobile dans une banlieue américaine assez saisissant, et qui est pas loin de faire penser au dernier film de Chloé Zhao sur les marginaux américains contemporains. Et je crois qu'il y a dans Wendy et Lucy aussi un point commun avec Old Joy qu'on pourra peut-être évoquer pour First Co, c'est ce rapport contrasté à la nature, qui est à la fois finalement élégiaque, superbe, mais en même temps il y a toujours un peu cette dimension dans Old Joy de dépotoir périurbain, de zone un peu en friche,
un rapport à la nature qui est à la fois élégiaque et en même temps qui est jamais pur en fait, hein, un rapport direct. Ouais, mais on en parlera dans First Cow, mais ce qui est intéressant dans le cinéma de Kelly Reichardt et depuis ses débuts, c'est que l'environnement de ces personnages a un impact direct sur ce qu'ils vivent. On sent vraiment l'environnement, la nature, que ce soit la nature d'ailleurs ou ces banlieues périurbaines. On va ressentir un peu, ils sont jamais très à l'aise, un peu comme un caillou dans la chaussure. Les personnages sont toujours marqués par ce qui les entoure, que ce soit de la nature, que ce soit un parking, que ce soit le froid, la chaleur. On sent vraiment la volonté de Kelly Reichardt d'inscrire les personnages dans une atmosphère, dans un contexte, dans un paysage, et on sent tout le poids de ce paysage devant la caméra de Kelly Reichardt. Et c'est vrai que le rapport avec le paysage et l'environnement n'est jamais neutre. Et d'ailleurs, je crois que j'ai lu dans un article récemment paru un journaliste qui disait ça. Il dit on sait jamais si le paysage est l'expression des sentiments des héros ou si c'est le contraire, si c'est le paysage qui influence le caractère des héros. Mais continuons dans la présentation de l'œuvre de Kelly Reichardt. En 2010, un western, La dernière piste en français, mais en anglais c'est, j'arrive jamais à prononcer le nom du guide, Mix Cut-Off, qui c'était un western tout à fait saisissant, tourné en 1:33 d'ailleurs, hein, comme First Cow, hein, format carré, et qui se situe dans le désert avec une caravane de colons, hein, qui traverse un désert, et on suit tous les tensions, les incertitudes, les peurs de la communauté. Toujours avec Michelle Williams, qui est une actrice récurrente du cinéma de Kelly Reichardt. En 2013, Yann. Night Moves, en 2013, où après le western, la cinéaste va s'attaquer à un autre genre cher au cinéma américain, avec un thriller écolo, pourrait-on dire. Elle met en scène Jesse Eisenberg, un militant écologiste qui va pousser son militantisme jusqu'à faire exploser un barrage. Et on va suivre en fait du coup cet acte terroriste de l'intérieur en suivant une troupe d'activistes écologistes jusqu'à cet acte-là, et on va découvrir comment cet acte va bouleverser leur vie. Donc voilà, ce thriller écologique va se transformer en thriller paranoïaque. Là encore, Kelly Reichardt, parce qu'on pourrait penser que le cinéma de Kelly Reichardt n'est pas formaliste, alors qu'il l'est tout à fait. Et là, c'est vraiment une manière de filmer la nuit qui est assez extraordinaire sur ce film-là. Oui, et puis ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est que depuis All Joy, donc 2006, Kelly Reichardt travaille avec un scénariste, un écrivain, John Raymond, qui a écrit tous ses scénarios, à l'exception d'un film, celui qui sort en 2016 et qui est considéré par certains comme un accomplissement quand même dans l'œuvre de Kelly Reichardt, qui est vraiment un film extraordinaire, c'est vrai. Certaines femmes en français, qui lui n'est pas écrit, donc c'est l'exception qui confirme la règle, pas écrit par John Raymond, mais adapté des nouvelles de Mélie Melloy. On peut peut-être dire un petit mot de certaines femmes. Oui, effectivement, on peut dire un petit mot de certaines femmes. Déjà parler de son casting un peu XXL, ce qui est particulier peut-être dans le cinéma de Kelly Reichardt, avec Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams. Et là encore, Kelly Reichardt va s'attacher à ces vies minuscules américaines, va s'attacher à décrire le quotidien de femmes dans le Montana, que ce soit Laura Dern qui joue une avocate et qui est aux prises face à un client un peu collant dont elle n'arrive pas à régler la situation, et elle va dire j'aimerais être un homme parce que si j'étais un homme il comprendrait que sa situation est inextricable, mais bon, je suis une femme avocate et il ne veut pas me croire, et il faudra l'avis d'un homme ou que son client soit face à un homme pour qu'il accepte sa situation. On suit Kristen Stewart qui est obligée de faire des centaines de kilomètres 2 fois par semaine pour
pour rejoindre son travail. Et on sent la difficulté de ces trajets. On sent vraiment encore là une fois le territoire américain dans toute sa grandeur et dans toute sa difficulté qu'il y a à l'appréhender. Habituellement, c'est vrai que Kelly Reichardt tourne plutôt dans l'Oregon, c'est le cas de First Cow qu'on va évoquer. Là, c'est plutôt l'immensité du Montana, avec aussi cette belle scène de train, vous savez, on entend le bruit du train qui vient dans cette ville un peu isolée. Et puis aussi, un des thèmes récurrents du cinéma de Kelly Reichardt, en fait, qui est un cinéma extrêmement... avec moi, le mot qui me vient, c'est beaucoup de tact, c'est-à-dire que rien n'est exposé de façon vulgaire ou saillante, mais tout travaille presque naturellement le film, comme des affluents qui viennent se jeter dans une rivière qu'est le film. Et c'est vrai que revient souvent ce thème des Indiens natifs d'Amérique. Je crois qu'une des nouvelles, enfin un des chapitres de Certain Woman est particulièrement consacré à un personnage. On avait déjà vu les personnages d'Indiens dans la dernière piste, et on les retrouvera dans First Cow. Alors, peut-être qu'on peut se lancer et parler du dernier film qui sort ce mercredi de Kelly Reichardt, First Cow. Début du 19e siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Fikowitz, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King Lou, un immigrant d'origine chinoise. Rêvant tous deux d'une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l'Ouest en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret, le lait qu'ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite dans la région, propriété exclusive d'un notable des environs. Voilà Ismaël, le cadre est posé. C'est cela, même plus qu'un notable, je dirais, du chef du camp, quoi, enfin du village. Et d'ailleurs, ce cadre posé, on met 1 heure à l'atteindre. Tout à fait, parce que il y a une entrée dans le film très très lente, il y a une dimension. Alors, il faut comprendre que le cinéma de Kelly Reichardt procède ainsi. Je parlais tout à l'heure d'Alljoy. Il y a une entrée très très tendre, très très douce dans le cœur du sujet. Une attention faite au contexte. Donc là, la nature même du site dans lequel se déroulera l'action, sur les bords de la Columbia River ou du fleuve Columbia, dans l'Oregon. Un site particulier, très forestier. Le film commence le résumé que tu viens de lire, Yann, omet, c'est que le film commence de nos jours, finalement. Et que toute cette histoire qui est racontée par First Cow est une sorte de remémoration, d'évocation, de rêve peut-être, issu d'une découverte faite par une jeune femme, donc notre contemporaine, qui pourrait être une américaine qui est sur le bord du fleuve Columbia avec son chien. Elle se promène dans la nature et comme tu le disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, ça pourrait être Wendy et Lucy. Exactement. Ils se promènent le long du fleuve, donc de la Columbia River, et là le chien découvre des ossements, 2 squelettes
enterré, enfoui sous une mince couche de terre, et que cette jeune femme déterre. Mais d'ailleurs, quand j'ai revu le film, j'ai prêté attention à ces gestes qui sont très respectueux. Elle prend bien soin de ne pas, éparpiller ses ossements. Elle a un geste presque professionnel d'archéologue, de manière à ce que le squelette ne soit pas profané entier dans sa position. Voilà, ouais. Pas profané. Donc il y a une sorte de soin qui est porté à cette découverte. Et c'est le même soin que va apporter Cookie à la cueillette. Le retour en arrière est habilement monté par Kelly Reichardt, puisque les gestes de cette jeune femme autour de la découverte des corps seront les mêmes que Cookie, et c'est là où on découvre le personnage de Cookie au même endroit, mais 2 siècles plus tôt. C'est cela. Donc cette jeune femme découvre ces deux squelettes, elle y apporte beaucoup de soins, ses gestes sont très mesurés, elle entend quelques oiseaux chanter dans les branchages, ce qui est aussi un motif assez récurrent dans le cinéma de Kelly Reichardt, qu'on voyait dans Old Joy, ces oiseaux qui sont sur les gouttières de la maison de Mark dans Old Joy. Et hop, ça y est, on part en 1820, et on voit Cookie effectivement prendre soin dans la cueillette. Il y a quelque chose de très respectueux. Moi, je trouve que c'est la dimension asiatique, presque japonaise du cinéma de Kelly Reichardt. Tu sais, quand on voit des films japonais, on voit par exemple ces femmes d'intérieur qui prennent un temps fou à préparer la cuisine, poser les instruments, les baguettes de façon calme et posée. Et il y a cette dimension-là dans le personnage de Cookie, une volonté de s'inscrire dans un rythme respectueux de la nature, quoi. Et ce personnage de Cookie, en préparant donc Cookie est en forêt car il est en train d'essayer de cueillir des champignons, des baies pour préparer à manger avec le groupe de trappeurs qui l'accompagne. C'est le cuisinier de ce groupe de trappeurs. Il est un peu d'ailleurs un peu malmené ou pas respecté par ce groupe de trappeurs, et quand il va essayer de leur trouver à manger, il va faire une drôle de découverte, la découverte de King Lou en tenue d'Adam dans les fourrés, en train de fuir une bande de Russes qui souhaiteraient l'éliminer. Et de là va naître une belle histoire d'amitié. Oui, tout à fait. Alors on voit bien l'utilité du prologue qui est instauré par Kelly Reichardt. Ça donne à ce retour en arrière quelque chose presque de mythologique. On a l'impression de plonger dans un conte ou dans une rêverie. C'est un retour en arrière, une remémoration de quelque chose dont on ne se souvient pas nous-mêmes. Mais c'est comme, il y a cette délicatesse. C'est comme si à nous plonger dans un souvenir, mais qu'on aurait oublié, quoi. Mais c'est notre souvenir. Du coup, on a une relation très intime avec le film. Et donc, on arrive avec Cookie dans cette forêt, comme tu le disais. Forêt qui est très luxuriante, très humide, verte, mais on voit les premières notes rouges et marron de l'automne qui pointent. Et Cookie découvre effectivement cet homme nu, King Lou, un homme en fuite, recherché lui aussi. Cookie n'est pas du tout recherché, mais recherché par des trappeurs russes, puisqu'on est dans un milieu très cosmopolite, mais on reviendra là-dessus. Et Cookie, dans sa gentillesse naturelle, héberge ce personnage qu'il rencontre derrière les fougères. Il va l'héberger d'ailleurs sans en faire part aux autres trappeurs, et va lui permettre une porte de sortie va d'ailleurs tout simplement lui sauver la vie. Et un peu plus tard, ces deux hommes vont se recroiser pour un moment emblématique. Je crois que c'est une scène qu'on a aimé tous les deux. Ils se retrouvent dans un bar, et King Lou, donc on nous dit pas combien de temps après, mais ça fait un certain temps, j'imagine, qu'ils ne se sont pas recroisés. King Lou va donc inviter Cookie à boire un whisky dans sa cabane, et là c'est assez cocasse. C'est là où se crée vraiment, là on peut parler de bromance, où
se crée ce couple de cinéma. Parce que quand King Lou va préparer de quoi faire le feu, Cookie, qui vient tout juste d'être invité, va se mettre à faire les poussières, à préparer un bouquet, à remettre en ordre la cabane de King Lou. Alors, le sujet du film, tel qu'il est finalement présenté par Kelly Reichardt, avec cette phrase en exergue de William Blake, c'est l'amitié. C'est-à-dire, voilà, la phrase de William Blake, c'est pour un oiseau, un nid, pour une araignée, une toile, et pour un homme, une amitié. Donc le caractère fondamental de l'amitié. Cette rencontre entre Cookie, donc, qui est un Américain originaire du Maryland, qui a un nom à consonance, disons, d'Europe centrale, et King Lou, qui lui est un Américain d'origine chinoise, vont se rencontrer. Cookie est plus ou moins rejeté de la société parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la force virile, disons, il n'est pas dans le combat, c'est un cuisinier, c'est quelqu'un qui est dans le service donné aux autres, dans l'accueil. Et King Lou, lui, par contre, c'est une sorte d'aventurier qui a déjà fait le tour du monde. Je crois que d'ailleurs dans le roman de John Raymond, on part en Chine, où habitait avant King Lou. Et King Lou, il est toujours finalement un peu... toujours à la recherche d'un coup qui pourrait le faire changer de statut social. Et donc ces deux-là se rencontrent. Et tout de suite, une amitié très forte se crée entre deux. Et comme tu le dis, dans cette scène très belle où King Lou invite Cookie à cohabiter dans sa cabane, on a l'impression, voilà, donc ils boivent un verre ensemble, lui va couper du bois, King Lou va couper du bois dehors, et là, c'est une scène très drôle et à la fois très touchante où Cookie est tout seul dans la maison et commence à passer le balai, se comporter finalement comme une femme d'intérieur, aller cueillir des fleurs pour les mettre dans un vase, et il s'approprie ce domicile conjugal. Oui, on sent que c'est son monde en plus, qu'il est plus à l'aise là que quand il est en compagnie des trappeurs et que la chaleur d'un foyer lui fait du bien. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est très beau de la part de Kelly Reichardt, c'est que cette amitié là, cette relation là est vraiment évidente. C'est-à-dire qu'à aucun moment King Lou, parce que King Lou, quand il part couper du bois pour le feu, lui dit juste attends là, j'arrive, j'ai préparé de quoi faire le feu. Et naturellement, Cookie, lui, va commencer à prendre ses aises dans la cabane. Et à aucun moment, les deux vont parler de cette amitié-là, ou à aucun moment, King Lou va inviter Cookie à rester avec lui en sa compagnie. Mais cette évidence-là, on la ressent par la manière de montrer les choses de Kelly Reichardt. Et tu parlais de tact tout à l'heure, on y est encore une fois sur cette scène qui est formidable de First Co. C'est ça va sans dire, ça va de soi, c'est une amitié qui se fait presque naturellement et qui est effectivement très belle. Et je te suis d'ailleurs sur le personnage de Cookie, c'est un homme d'intérieur, c'est un homme d'intérieur dans les deux sens, hein. Donc un homme du foyer, mais aussi un homme d'intérieur, d'une intériorité, mais ça on le verra plus tard, peut-être en parlant de son rêve. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'ailleurs d'écouter peut-être un petit morceau de musique. On sait que Will Oldham a beaucoup accompagné le cinéma de Kelly Reichardt en tant qu'acteur, mais c'est aussi un formidable musicien. Et avant de reprendre notre analyse de First Co, on va écouter The Letting Go de Will Oldham. When the numbers get so high of the dead flying through the sky, oh, I don't know why love comes to me. Love comes to me.
and you don't cope. You're out of rings and flowers and soap. And love comes to me. And love comes to me. And love comes to me. Love comes and all. It's my hands, my heart, my lips, and that is all. When the fever hits your forehead and trucial mice chew up your bed, and you call on God, and God is dead. Love comes to you. Love comes to you. Oh, sugar, won't you be my only? I'm a hard-hearted honeypot, hungry shepherd, and I'm longing to be born for you. That's her. Love comes to you. Love comes and all. It's your hand, your heart, your lip, and that is all. In the nighttime when you feel me and the backs of your knees conceal me, and your eyeballs, they unreal me. Love comes to me. Love comes to me. C'était Will Oldham sur Conversation secrète. Alors on a vu là toute la richesse du cinéma de Kelly Reichardt, parce qu'on a finalement passé 10 bonnes minutes à parler du film, et on a parlé que de la première moitié du film, et finalement pas de ce qui est constitutif de l'intrigue de First Co, qui est vraiment celle de deux amis qui vont monter un business ensemble, un business de pâtisserie, de beignets, avec, comme je le disais à la lecture du synopsis, le lait qu'ils ont tiré clandestinement de la première vache introduite dans la région. Donc au bout d'1 heure de film, les deux compères se lancent dans cette aventure du commerce et peut-être pourrait-on dire capitalistique. En fait, oui, quand ils se rencontrent, quand cette amitié se forme, les rôles sont assez bien partagés entre King Lou et Cookie. King Lou, il a un esprit d'entrepreneur, il sent, très vite il le dit, je sens une opportunité ici, il y a un petit port fluvial, du trafic, beaucoup de personnes qui passent, qui viennent du monde entier. Beaucoup de matières premières, donc le caractère luxuriant de la nature, que à l'époque c'était le commerce de castor, on en reparlera peut-être, mais beaucoup d'autres choses. Et puis le don de Cookie pour mettre les gens à l'aise, faire des choses bonnes qui les rend heureux. Il a travaillé chez un boulanger à Boston et il sait faire des beignets délicieux. Simplement, il lui manque un ingrédient pour parachever ces pâtisseries, c'est le lait. Or, survient, dans une scène d'ailleurs magnifique, qui fait écho à... Parce qu'on l'a pas dit, mais dans la scène première, on voit une sorte de
de grands bateaux cargo avec des conteneurs qui naviguent sur Columbia, sur le fleuve Columbia, et quand on voit la première vache arriver sur le territoire, on la voit sur une barge, et c'est une sorte de trésor. Il y a cette musique de William Tyler qui accompagne ça, et c'est l'arrivée de cette vache qui est vue comme une grande richesse, quelque chose qui va apporter à la région quelque chose de fort. Tout le monde en parle dans les bars, et elle a été achetée par le chef de ce petit village, cette sorte de petite communauté qui est une sorte d'anglais, une sorte de notable anglais qui vit retiré dans une maison qui reproduit le luxe à l'européenne, et il veut effectivement une vache. Pourquoi faire? Pour mettre du lait dans son thé, dit-on. Parce que il a des habitudes de femme, on dit dans le village. Et ça, c'est important de bien voir que, comme il y a très peu de femmes dans ce film-là, c'est savoir qui va être la femme. Et ça, on en reparlera. Concentrons-nous plutôt sur cette vache qui va être genre la première mise capitalistique finalement d'une Amérique à venir. Et la question, c'est de savoir qui va en bénéficier. Or, évidemment, le notable veut garder l'usage de cette vache pour son usage personnel. Et King Lou, entrepreneur, lui va proposer à Cookie d'aller traire cette vache à la faveur de la nuit, chaque nuit, pour bénéficier de ce lait et pour faire de bons gâteaux qui seront vendus sur le marché de cette communauté. C'est là où se lance la parabole sur la création des États-Unis d'Amérique, sur sa création capitaliste, puisqu'on va assister à un système d'offres et de demandes à même le sol sur le marché boueux de ce petit village, puisque les deux hommes vont commencer à proposer leurs beignets à la vente et vont les proposer, je crois, pour la somme de 5 pièces d'argent, sachant qu'un whisky vaut 2 pièces. Ça, c'est des calculs que King Lou aura fait avant. Avec 2 pièces, on achète un whisky. Combien les gens sont prêts à mettre pour un bon beignet? Il fixe le prix à 5 et en 10 minutes, plus de beignets, tout est parti. Donc King Lou, effectivement, mené par l'appât du gain, dit on revient demain, et il y en aura d'autres, ne vous en faites pas, et les prix vont jusqu'à monter à 10 pièces d'argent, et ça va être la cohue devant leur petit stand de fortune pour s'acheter les beignets de cookies. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est King Lou qui est c'est King Lou. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment King Lou qui va être le moteur, le meneur de cette entreprise. Oui, parce que King Lou théorise carrément finalement l'Amérique. Et ce qu'elle va devenir, il a une conscience très aiguë de ce qu'il est en train de vivre. L'une de ses premières paroles, d'ailleurs, c'est « Ici, l'histoire n'a pas été écrite. Si je suis là, c'est par appât du gain, et c'est aussi parce que l'histoire est ici en train de se faire. C'est-à-dire que ce qui se passe à Londres, à Paris, n'a pas cours ici. Ici, tout est à créer. » C'est ça, il a une expérience du monde, il a beaucoup voyagé, il a été à Londres, à Paris, en Égypte, en Chine, et il sait que tout est neuf ici, et tout est à construire, et qu'il y a une opportunité, donc comme je le disais tout à l'heure, on est avant l'histoire. Et comme on est là au bon moment, un peu en avance, on va pouvoir participer à l'écriture de cette histoire. Mais il a aussi conscience du problème, c'est qu'il y a des gens qui ont le pouvoir et les biens, donc le notable anglais. Et que lui, pour sortir de sa condition un peu de vagabond, il va falloir qu'il amasse un capital premier. Et pour amasser un capital, il le dit très bien, de façon très simple, il faut soit un miracle, soit un crime. Et finalement, First Co, ça raconte l'histoire de ce miracle et de ce crime en même temps. C'est-à-dire que la traite de cette vache peut pas paraître vraiment un crime. Pour nous, à nos yeux, c'est un petit larcin. Mais ça prendra en ces temps-là une dimension très très forte comme acte. C'est-à-dire que la répression sera disproportionnée par rapport au larcin qui est fait. Mais l'idée, c'est bien celle-ci, qu'on peut pas se faire de fortune sans un peu voler les gens, ou la nature, c'est-à-dire exterminer tous les castors des États-Unis pour faire des chapeaux aux Parisiennes.
il y a toujours cette dimension que dès qu'on prend quelque chose, on en perd d'un autre côté. Il y a une scène très belle, je t'en parlais tout à l'heure, de la pêche au saumon, où Cookie va pêcher un saumon, et au moment où il pêche un saumon, il perd, King Lou, il perd une amitié. Donc il y a toujours ce système de réciprocité. On peut pas avoir quelque chose sans perdre autre chose quand on est dans cette situation, à moins d'être le maître, comme le maître de cette communauté, qui lui veut le beurre et l'argent du beurre toujours. Mais les autres, eux, doivent composer avec cette loi très très dure de miser des choses dans l'espoir qu'à un moment, un miracle va s'accomplir. Et le chef de cette communauté, qui est d'ailleurs interprété par Toby Jones, qui est assez incroyable dans ce rôle-là. Un anglais. Exactement, un anglais. Il y en a un autre d'ailleurs, il y a son homme de main, et rappelle-moi son... Attention, c'est un écossais là. Ouais, là c'est un écossais qu'on aura vu dans un film bien connu, dont j'ai oublié le nom. C'est un écossais qu'on aura vu dans Trainspotting notamment. Ewan Bremer. Ewan Bremer, voilà, j'avais un trou. Merci Ismaël. En tout cas, on sent que l'histoire n'a pas été encore écrite, mais des gens sont là pour l'écrire et viennent des quatre coins du monde. Et on se retrouve ici dans un village très très cosmopolite. Il y a des Français, il y a des Asiatiques, il y a des Européens. Et malgré ce côté cosmopolite, il y a une vraie hiérarchie qu'on retrouve, puisque c'est les Anglais qui sont à la manœuvre, c'est les Anglais qui font venir une vache de l'autre bout du monde. Et ça, Kelly Reichardt nous montre bien que malgré ce côté cosmopolite, la hiérarchisation est déjà là, et que l'ascenseur social est finalement, même si c'est un mot très français, l'ascenseur social, mais en tout cas qu'il est difficile d'accéder au statut qu'ont déjà les Anglais. Il y a une scène qui est très belle, je trouve, dans le film, qui illustre un peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que il y a toute une mécanique de l'envie finalement, et de la jalousie, qui travaillait déjà secrètement Alljoy, c'est-à-dire ça fait partie du cinéma de Kelly Reichardt, la complexité finalement du caractère humain. C'est-à-dire que un personnage pourrait être à la fois extrêmement tendre. Elle le dit d'ailleurs, il y a une phrase qui est citée par Judith Revaud-Dallon, issue d'une interview des Cahiers du cinéma, dans le livre dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être là que se trouve la dimension politique de mon film. Là, elle parle de Certain Woman, dans sa conception même. Je résiste en montrant une humanité complexe et incertaine, qui puisse en même temps être égoïste et aimante, ambitieuse et paresseuse. Donc là, je trouve que ça s'applique parfaitement à Fursko, qui a cette dimension un peu indolente, et en même temps extrêmement besogneuse. On voit toujours Cookie et King Lou travailler finalement, soit réparer leurs chaussures, soit cuisiner, soit faire le ménage, soit... il y a une sorte de travail en bas bruit constant. Mais pour revenir au maître anglais, qui est une figure vraiment du maître omnipotent, c'est-à-dire qui joue aussi sur l'ostentation de ses biens. Donc il est habillé comme s'il était à Londres, il a une maison européenne, je l'ai dit. Il commande à Cookie un clafoutis pour retrouver évidemment le goût du clafoutis européen qu'il connaît, mais aussi pour en mettre plein la vue au capitaine qui vient lui rendre visite à l'heure du thé, et pour lui dire, regardez, moi j'ai toujours l'Europe ici, dans cette boue américaine de l'Oregon. J'ai mon clafoutis, j'ai mes domestiques, j'ai ma vache, j'ai donc apporté de façon intacte finalement son Europe aux États-Unis. Alors que on voit bien que Cookie et King Lou, eux, sont chercher le moyen d'hybridation, et c'est ça l'amitié, de coopération, pour trouver une autre formule qui puisse permettre de changer et d'écrire, pour le coup, de l'Amérique, sortir de l'Europe et d'écrire l'Amérique telle qu'elle va devenir.
Je te propose qu'on fasse un petit détour par First Co et le film avec cette fameuse scène du clafoutis, Ismaël, et on se retrouve pour continuer d'analyser ce riche film qu'est First Co. I'm entertaining a small group next week. Captain Ruby is coming for tea. I'm tired of all his jests about the savagery of life on the frontier. Tell me, do you know what a clafoutis is? I do. And could you make one? A good one. He loves a clafoutis and, well, I'd like to humiliate him. Well, without fresh raspberries or apricots, I'm not sure. Have you tried bilberry? It's out of season, I believe. We have plenty of blueberries on the bush. I would pay you handsomely for a proper blueberry clafoutis. It's a simple enough recipe. If blueberry is available, I'm sure I can make one. Capital. Saturday, then. A clafoutis. We'll be dining at my residence. You know its whereabouts? I think I've passed by it, or I know of it. Tea time. Tu parlais, Ismaël, tout à l'heure du maire du village qui faisait ostentation de ses biens, et qui voulait montrer que c'était bien lui qui avait un shérif en ville et que c'était lui et qu'il avait beaucoup d'argent au point d'acheter une vache et de pouvoir faire des clafoutis. Les nouveaux riches, ou en tout cas ceux qui sont de basse classe, eux ne peuvent pas se permettre de montrer la richesse de leurs biens. Ah oui, bah, moi je trouve que c'est le caractère vraiment génial du film d'avoir trouvé cette idée de la vache et du lait. C'est-à-dire prendre le capital non pas par l'accumulation des biens, mais par le petit plus qui distingue les gens. Le petit plus. Donc c'est le lait, là. C'est la goutte de lait qui fait déborder le vase du côté de la richesse. Et surtout, comment expliquer donc, il y a cette scène dont tu parlais, Yann, c'est-à-dire que, par exemple, Cookie achète des bottes au début du film, des bottes neuves, et il rentre dans le village. Alors, avant de rentrer, il les cire, il les met au-dessus de son pantalon pour bien les montrer, justement, hein. Et là, tout le monde les remarque. Il dit, ah, mais... fancy boots, ouais, ça c'est des bottes de luxe, hein. Et on voit, il y a même un Français qui dit, mais c'est quoi, c'est les bottes de Saint-Jean-Baptiste. Ça déclenche toute une envie, une jalousie, hein, qui est propre à un bon système dans les villes, et qui crée finalement chez les autres un désir. Donc Cookie se rendant compte de ça, sort du village, garde ses bottes boueuses et fait basse mine et les remet sous son pantalon pour pas les montrer. Donc ce petite chose en plus, cette vache qu'on montre, ce lait qu'on rajoute dans le lait, ce clafoutis qu'on mange, c'est justement ça qui distingue les classes dominantes des classes inférieures. Le maître anglais a donc ce petit truc en plus. Mais derrière ce luxe apparent, cette gratuité apparente qui est la goutte de lait dans le thé, il y a un sens des réalités très fort. Et il ne faut pas croire que ça soit de la fantaisie. C'est quelqu'un qui est pour la peine de mort en exemple, il le dit très clairement au capitaine, et qui calcule tout. Il est dans le calcul. Et on rentre dans l'ère, finalement, aussi du calcul. Derrière, finalement, cette apparence de luxe, il y a un sens du calcul qui est très fort. Et on pourrait mettre en parallèle le calcul du maître avec le calcul de King Lou, qui lui aussi cherche toujours à calculer, il cherche à accéder
à cette dimension du capital par le calcul. Donc il calcule, il dit à Cookie, bah voilà, 1 litre de lait, c'est 60 beignets, et 60 beignets, c'est tant de pièces d'or. Il est toujours dans le jour de plus, alors qu'ils prennent des risques à voler du lait. Il dit, allez, encore une nuit de plus. Il en veut toujours plus, et finalement, King Lou est pris dans cette mécanique du calcul. Du petit truc en plus qui va faire que ça va changer la vie et faire basculer la vie, alors que Cookie, lui, est dans un autre rapport au monde, et on le voit d'ailleurs, et là je te donne la main Yann pour en parler, dans son rapport, il est dans un autre rapport au monde, notamment avec les animaux. Oui, on l'a dit déjà, c'est le chasseur-cueilleur un peu, Cookie. On le voit au début du film, délicatement ramasser des champignons. C'est un peu l'opposition entre le capitalisme qui va finalement asservir la nature, et Cookie qui lui se sert de la nature et qui ne prend que ce dont il aurait besoin. Et on le sent aussi dans son rapport aux animaux quand il va traire la vache. Il a des discussions avec la vache, il en prend soin. La vache au début était venue avec un taureau, avec un veau. Ouais, c'est ça. Et durant le voyage, c'est la seule à avoir survécu. Donc Cookie va s'en excuser, va lui dire mais tu vas être bien ici. C'est le seul qui a des égards pour cette vache qui finalement est un joyau, et c'est le seul à la traiter comme ce qu'elle devrait être traitée, c'est-à-dire comme la seule à pouvoir fournir du lait, des gâteaux et du lait pour le thé. Donc ça c'est de toute façon une part importante dans le cinéma de Kelly Reichardt, de porter une attention très forte sur, on l'a dit déjà beaucoup de fois, mais peut-être qu'il s'agit de leur dire, sur l'environnement, sur le paysage, comment les humains le transforment ou s'en servent, et aussi les animaux, puisqu'elle on l'a dit tout à l'heure, fait un film, Wendy et Lucy, sur le rapport d'un personnage à son chien, et sur la perte de ce chien. Oui, Cookie est vraiment un personnage fabuleux, je trouve. Tu disais tout à l'heure que King Lou dit, voilà, on est là avant l'histoire des États-Unis, et ça donne à Fusco toute cette dimension de conte, en fait. C'est à la fois réaliste, à la fois très concret, sensuel, extrêmement sensuel, et en même temps, il y a quelque chose d'évanescent, du rêve, et c'est ce mélange mystérieux qui fait la force du cinéma de Kelly Reichardt, et si bien que Cookie, on a l'impression que les beignets de Cookie révèlent les gens. Ils ont quelque chose presque de magique, c'est-à-dire qu'ils révèlent la vraie nature de chaque personne. À chaque fois que quelqu'un mange un beignet, voilà, il va se révéler, soit violent, on le verra avec le jeune Thomas d'ailleurs, qui lui ne mange pas de beignet, et soit violent, soit ça le ramène à son enfance, soit pour King Lou ça excite sa volonté entrepreneuriale, parce que King Lou c'est un entrepreneur, un aventurier. Pour le chef du village, ça excite sa volonté de s'asseoir comme le chef et de montrer aux autres, il en veut toujours plus, quoi. C'est pas simplement un beignet, c'est un clafoutis, tout ça. Et donc, c'est des beignets magiques c'est des beignets magiques que cuisine Cookie, et avec toujours ce petit plus, toujours à rajouter. Après, ça sera du miel, et puis un peu de cannelle. Il y a toujours ce goût du travail bien fait. Enfin, Cookie, c'est vraiment un des personnages les plus beaux, et King Lou aussi, notamment dans la scène finale, mais une des inventions en termes de personnages les plus belles du cinéma américain des dernières années, je trouve. Et l'acteur est vraiment merveilleux.
On vient d'écouter quelques notes de la BO de First Co avec un morceau composé par William Tyler. On disait que l'histoire n'était pas encore arrivée jusque dans ces contrées. En tout cas, c'est King Lou qui nous le fait dire. Mais c'est en tout cas l'histoire occidentale qui n'est pas arrivée jusque-là, puisque les Indiens, les natifs américains étaient bien entendu déjà là et sont bien entendu montrés et représentés dans First Coup. Oui, il y a une présence des Indiens constante dans le film. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, discrète mais capitale. Elle est là, derrière, à influencer tout. On les voit à l'arrivée de la vache, au bord du fleuve, dans une scène superbe avec la lumière un peu douce de l'automne qui vient sur leur parure, très belle, des sortes de franges. Ils regardent ça d'un côté un peu hiératique. Ils parlent une autre langue qui n'est pas traduite, qu'on comprend mal. Il y a une scène d'ailleurs d'échange entre King Lou et un Indien autour d'un canoë à un moment. Donc ils sont là comme un peuple étranger et en même temps évidemment le plus finalement à la fois lointain et en même temps le plus proche de la nature, puisque il y a une connaissance intime de cette nature pour eux. Et puis il y a une scène que j'aime bien avec les Indiens, c'est la scène justement du thé ou du clafoutis, où il y a une Indienne qui traduit, qui est habillée en européenne, qui traduit pour le chef indien local la conversation, et puis il y a une autre indienne qui elle est en habit traditionnel, et à l'issue de la scène, ça c'est les petites attentions de Kelly Reichardt, tous les hommes s'en vont, les deux indiennes restent ensemble, et là elles se retrouvent ensemble dans une amitié en privé, privé, et finalement ces costumes ne sont rien comme pour c'est un écho presque à l'amitié de Cookie et King Lou qui dépasse finalement ces apparences, ces histoires protocolaires de pouvoir. Ouais, et cette scène est quand même aussi capitale dans ce qu'elle démontre sur la hiérarchie naissante sur ce nouveau territoire où finalement on a toutes les castes qui sont là, les natifs américains, les Anglais venus coloniser, les chercheurs d'or, les trappeurs, ceux qui ont soif de réussite, tout ce petit monde se retrouve autour d'un thé au lait et dans la grande bâtisse du personnage représenté par Toby Jones, et là vraiment dans cette toute petite scène on retrouve vraiment toute cette hiérarchisation. Oui, c'est le futur de l'Amérique, parce que le film a un statut chronologique assez bizarre en termes de narration, c'est-à-dire c'est à la fois un souvenir de l'Amérique présente, mais on voit aussi dans le souvenir l'Amérique future, et finalement autour de cette tasse de thé, c'est toute l'Amérique future qui est prête à écrire son histoire, qui se retrouve. Oui, et c'est une Amérique aussi, parce que c'est assez drôle, on voit les Indiens être circonspects par les passions des Européens qui parlent de la mode à Paris. Alors c'est quoi la mode à Paris? Bon, le castor, ça a plus le vent en poupe, maintenant ça va être une autre. Et les Indiens disent mais nous les castors on mange leur queue, c'est très bon. On comprend pas ce que vous venez faire ici à chasser la peau de castor alors que nous on se contente de la manger. Et là aussi dans cette scène, effectivement, c'est l'Amérique future qui s'écrit, c'est celle d'une Amérique qui va transformer le paysage. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est très juste, et je pense que c'est important de voir ce point dans le film de Kelly Reichardt. Chacun s'aveugle d'une certaine façon. King Lou est aveuglé par son projet finalement. Il pense à son hôtel à San Francisco qu'il montrera avec Cookie, ses commerces en Chine. Le maître, Toby Jones, lui, est aveuglé par son passé. Il n'arrive pas à faire le deuil finalement de l'Europe qu'il veut transmettre là, et tout doit être à l'image, dans cette colonie, au bord de l'Oregon, tout doit être à l'image de l'Europe, quoi. Donc s'habiller comme les Européens, le castor qui doit couvrir la tête des Parisiennes et tout. Et donc il ne voit pas le présent. À un moment, King Lou dit « Mais
Le gouverneur, c'est comme une femme. Il est à Paris, il est à Londres, Paris par-ci, Londres par-là, mais il ne voit pas le présent, il ne voit pas les choses. Et finalement, le film de Kelly Reichardt, c'est aussi une invitation à méditer de ce que c'est que le présent. Comment on peut s'emparer du présent? Comment on peut être là au bon moment? Comment on peut s'emparer finalement du moment historique qu'on est en train de vivre et le mettre à profit? Fusco finalement raconte un peu l'échec de ça et l'impossibilité finalement de saisir ce moment. Et je pense que Cookie, c'est vraiment le personnage qui est le plus proche de cette grâce épiphanique, de ce don qu'il a pour saisir le moment présent et d'être là. Tous les autres sont pris soit par leur passé, soit par le futur. Et lui, il est dans cet instant-là qui est concomitant à sa propre vie. Mais pour cela, il faut abandonner finalement toute une dimension enfin, il faut presque abandonner soit le désir, soit la volonté de pouvoir, quoi. Sorry about your husband. I heard he didn't make it all the way. And your calf. It's a terrible thing. Terrible. But you got a nice place here. You do. You got a real nice little place here, don't you? Vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé Fusco chez Conversations Secrètes, au point d'y consacrer un expresso de non pas 15 minutes, mais de presque 1 heure. On est tombé en amour devant le personnage de Cookie, interprété par John Magaro, qui ne serait rien sans son compère, interprété par Orion Lee. Je crois, Ismaël, qu'il est temps de nous dire au revoir. Au revoir, bro. Okay. On continue notre bromance dans un prochain épisode. Vous pouvez en tout cas nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. On se quitte, tiens, allez, on va se faire un dernier petit plaisir avec un morceau de Yo La Tengo, Living Home, qui était sur la BO de Old Joy, une autre pépite à voir en salle de Kelly Reichardt. À bientôt. Au revoir.